nous allons commencer avec l'élément sans lequel tout cet écosystème ne pourrait pas exister. Il s'agit bien entendu des data centers. Alors, comment définir un data center? Je vais vous donner la définition qui est pour moi la plus simple. Un bâtiment destiné à héberger des infrastructures de télécommunication ainsi que des systèmes informatiques théoriquement critiques ayant besoin de très haut niveau de sécurité et de disponibilité. Alors dans la réalité, au fur et à mesure de la migration des services dans le cloud, le niveau d'exigence minimum n'a fait qu'augmenter au cours de ces dernières années. Data centers sont généralement équipés de systèmes électriques redondants, avec plusieurs lignes d'alimentation électrique de sources différentes, des groupes électrogènes, des onduleurs, des climatiseurs secourus, des mesures de sécurité de haut niveau, contrôle d'accès, la surveillance 24/7, etc., ainsi que des protections contre les incendies autonomes. La construction d'un data center nécessite plusieurs millions d'euros d'investissement. Donc c'est la mutualisation de cet espace en zones de différentes tailles, généralement salle blanche, suite, cage, baie, demi-baie, etc., qui va permettre d'offrir aux entreprises la possibilité de bénéficier de l'ensemble des moyens mis en œuvre à un coût abordable. Toutes les sociétés qui ont besoin de data center n'ont pas les moyens de construire un data center, bien entendu. Alors la taille d'un data center peut varier de quelques centaines de mètres carrés à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Concernant la qualité d'un data center, elle peut se mesurer sur la base de très nombreux critères, tels que son niveau de redondance et de sécurité, l'emplacement du bâtiment, sa capacité électrique ou encore le nombre de POP opérateurs, donc les points de présence en fait des opérateurs qui sont connectés sur le site. Alors l'Uptime Institute, qui est un peu la référence mondiale en termes de qualité de data center, a défini des niveaux qui sont dits tiers pour classifier les data centers. Il existe 4 principaux niveaux dans cette classification, qui sont les niveaux tiers 1, 2, 3 et 4. Cependant, certains data centers peuvent être d'un niveau intermédiaire, comme par exemple les data centers tier 3+. Il faut savoir qu'il existe dans la pratique assez peu de data centers réellement certifiés par l'Uptime Institute. La plupart des data centers qui se revendiquent tier 4 sont en effet seulement généralement certifiés de conception tier 4, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a étudié que les plans et la documentation des data centers. Il faut dire que cette certification, si elle n'a pas changé, elle coûte extrêmement cher. Pour ceux que ça intéresse, une liste des data centers certifiés ainsi que du niveau correspondant est disponible sur le site de l'Uptime Institute, que vous pourrez consulter via un lien disponible que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Il faut noter également que les taux de disponibilité sont des moyennes théoriques. De par mon expérience personnelle, elles peuvent se révéler très différentes dans la réalité en fonction de nombreux facteurs. Ainsi, même si vous disposez du meilleur niveau de redondance, vous ne serez jamais à l'abri par exemple d'un bug constructeur qui fera bugger votre système de reprise automatique par exemple sur générateur, ce qui entraînera en fait une rupture de service de votre data center. En résumé, ce que je vous répète déjà souvent pour la sécurité vaut également pour la disponibilité. Le 100% n'existe pas. Celui qui vous prétend le contraire sera au mieux un ignorant, au pire un escroc, éventuellement les deux. Revenons donc à nos niveaux tiers de data center. Les data centers tier 1, c'est un peu en fait le data center low cost. Il est équipé d'un seul circuit électrique pour l'énergie et pour la distribution du refroidissement. Il n'y a pas de composants redondants dans cette data center et donc le taux de disponibilité théorique est de 99,671% sur un an, donc un taux de panne annuel qui correspond à 28,8 heures. Tandis qu'un data center tier 2, qui est juste le niveau un petit peu au-dessus, est toujours équipé d'un seul circuit électrique pour l'énergie et pour la distribution du refroidissement, mais de composants redondants. Et il offre un taux de disponibilité que très légèrement supérieur. On est à 99,741%, ce qui correspond à un taux de panne annuel de 22 heures. Tout change quand on passe au data center tier 3. Là, on change de catégorie. Data center tier 3 est équipé de plusieurs circuits électriques pour l'énergie et pour la distribution du refroidissement, avec un seul circuit actif à la fois. Donc c'est un mécanisme actif-passif. Les composants, quant à eux, sont redondants. Il offre un taux de disponibilité théorique de 99,982%, ce qui correspond à un taux de panne annuel d'environ 1,6 heures. On a fait beaucoup mieux. Et enfin, le data center tier 4, c'est un peu la Rolls des data centers. Il est équipé de plusieurs circuits électriques pour l'énergie et pour la distribution du refroidissement, mais il est équipé de composants redondants actifs. Il supporte donc la tolérance de panne. Et il offre un taux de disponibilité théorique de 99,995%. Ce qui représente un taux annuel de panne d'environ 2,4 minutes. On est sur des niveaux beaucoup plus courts. Donc si on doit résumer, les data centers tier 1 ont beaucoup de SPOF, en fait, de single point of fire, de points uniques de défaillance, et l'infrastructure doit être complètement arrêtée pour faire des entretiens préventifs ou des travaux de maintenance. On trouve de moins en moins de ces data centers. A contrario, les data centers tier 4, ils disposent d'un niveau de redondance sur l'intégralité des éléments, passifs comme actifs, ce qui permet de les maintenir en fonctionnement sans jamais avoir besoin de les arrêter pour un entretien, une maintenance ou le remplacement d'un élément. Alors il faut savoir que tous les data centers n'ont pas la même finalité. Ainsi vous pourrez trouver plusieurs exploitants de data centers complètement différents, allant du carrier hôtel neutre dans lequel vous pourrez directement
prendre de l'espace et vous connecter auprès des opérateurs de votre choix qui sont présents sur le site, au data center des opérateurs eux-mêmes, tels que Colt ou Cogent, qui peuvent vous proposer uniquement leur propre service réseau associés à de l'espace. Après, vous pouvez aussi trouver des data centers qui ne sont pas destinés à héberger des infrastructures tierces, telles que les data centers des cloud providers par exemple, ou de certains hébergeurs, qui sont les seuls à accéder à leurs data centers et à les exploiter pour la production de leurs propres services. Et enfin, vous avez généralement de grosses sociétés qui ont des data centers pour leur propre production de services end-user, tels que Facebook par exemple, qui peut disposer de ses propres data centers. Cependant, la grande majorité des acteurs de l'écosystème cloud ne sont pas propriétaires de leur data center. Ils se contentent d'en louer une partie. Et pour cela, les data centers proposent une prestation de bas niveau convenant parfaitement à cet usage qu'on appelle le housing ou la colocation. Alors dans l'écosystème cloud, le housing c'est un service de bas niveau. Dans la pratique, c'est ni plus ni moins que la revente d'une partie d'un espace réservé et aménagé au sein d'un data center en unités de plus petite dimension. Alors il y a quelques exceptions, il y a quelques data centers qui vendent vraiment de l'espace brut en fait non aménagé que le client peut après aménager comme il le souhaite. Mais de manière générale, ainsi par exemple une baie va pouvoir être divisé et revendu sous forme de demi-baie, de quart de baie, d'unité, etc. L'utilisation principale du housing, c'est pour la mise en place d'une infrastructure, l'hébergement de serveurs dédiés, l'externalisation de systèmes d'information ou simplement la mise en place, par exemple, de plans de reprise ou de continuité d'activité. Les avantages pour les exploitants, pour ceux qui pratiquent cette activité, c'est que la cotation et l'identification du besoin sont extrêmement simples. On parle d'espace physique, de consommation électrique et souvent de transit IP, ce qui permet une commercialisation extrêmement rapide. C'est une activité qui est peu chronophage également en termes techniques, parce que ce sont les clients qui opèrent eux-mêmes leur infrastructure. Tout le reste est optionnel, généralement, et soumis à facturation complémentaire. L'inconvénient pour ces acteurs, c'est que la marge nette est très faible sur ces produits, et qu'il est plus difficile d'être compétitif. À niveau de redondance égale, les différences se font généralement sur la densité électrique possible par baie, l'emplacement et la facilité d'accès du data center, ainsi que les opérateurs éventuellement présents. Cependant, pour ceux qui le proposent, la souscription de services complémentaires, comme du firewall, du switch, du système de détection d'intrusion, du load balancer, etc., permet de remonter ces niveaux de marge. Cette activité peut être également dangereuse pour les exploitants intermédiaires, parce que chaque souscription est généralement matérialisée par un engagement auprès du data center d'au moins souvent 1 an, sans possibilité d'arrêter en cas de défaillance du client. A noter que cette remarque vaut aussi sur les quantités importantes de transit IP. J'y reviendrai dans la partie réseau. Certains data centers proposent donc de la surface, c'est-à-dire des salles complètes qui vont vous être dédiées, ainsi que des cages ou des suites de plus petite taille, en général à partir de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est à peu près 10 baies, on compte en moyenne 2 mètres carrés pour une baie. Alors il peut y avoir des petites différences aussi, vous avez des baies de différentes profondeurs, il y en a qui sont plus ou moins hautes, il y a des baies qui peuvent faire 42 U, qui peuvent faire 48 U, qui peuvent faire 52 U, donc après les data centers se battent un peu sur ces éléments, quoi. Donc en deçà de la baie, il faut en tout cas en deçà de la suite, pardon, il faudra se résoudre à louer de la baie dédiée en zone non privative, c'est-à-dire une zone commune dans le data center où d'autres clients peuvent avoir des baies à côté des vôtres. Il faut savoir qu'il est possible de trouver des espaces privatifs en baie à partir d'un quart de baie, avec une petite porte séparée en fait pour un quart de baie, qui représente environ 10 unités en fonction de la taille de la baie, c'est-à-dire vous pouvez raquer 10 équipements, un U dedans. Les locations à l'unité, par contre, elles se font généralement dans une baie ou une zone qui est mutualisée. Donc généralement, soit vous ne pourrez pas y accéder, en fait, vous confiez votre équipement à l'hébergeur qui lui le met dans sa zone de housing, soit en fait vous pouvez y accéder mais uniquement accompagné. Et en général en fait du coup vous devez payer chaque fois que vous allez accéder à votre serveur parce que quelqu'un vous accompagne. Voilà, j'espère que cette petite présentation sur les data centers vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à commenter, à liker, à disliker si ça vous plaît pas. À vous abonner à la chaîne si ce que je fais vous intéresse et que vous voulez pas louper les prochains épisodes, à me rejoindre si vous voulez discuter de manière un peu plus interactive avec moi sur le Technobar via le groupe Telegram, donc vous trouverez le lien dans la description ou sur le groupe Facebook du même nom, prochainement sur un Discord probablement aussi. Puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!